Dans cette vidéo, nous allons présenter les mécanismes de la fécondation, mais également des anomalies chromosomiques qui peuvent se manifester au moment de la fécondation. Dans le chapitre précédent, nous avions vu les modalités de la gamétogenèse. Je rappelle que dans le terme gamétogenèse, le préfixe gaméto renvoie aux cellules reproductrices mâles, les spermatozoïdes, et femelles, les ovocytes. Toutes les deux sont des cellules haploïdes, donc possédant N chromosomes. Le terme genèse, quant à lui, renvoie à la manière dont quelque chose se forme ou se développe. Il s'agit donc de l'ensemble des processus permettant le développement des spermatozoïdes et des ovocytes. Regardons de plus près quelles en sont les étapes. Chez l'homme, ce processus est appelé spermatogenèse. Il commence à la puberté et se poursuit jusqu'à la mort. La spermatogenèse se déroule dans les testicules et plus précisément au niveau de la paroi des tubes séminifères. Ce sont de longs tubes repliés sur eux-mêmes. Lorsqu'on réalise une coupe transversale, on peut distinguer les différents stades de développement. La cellule souche est appelée spermatogonie. Elle subit une mitose qui permet de donner une spermatogonie pour reconstituer le stock, mais aussi un spermatocyte 1 qui entre en méiose. Le spermatocyte 1 se divise en deux spermatocytes 2, puis une étape de différenciation supplémentaire a lieu afin d'aboutir à un spermatide. Les spermatides maturent alors en spermatozoïdes qui passent dans l'épididyme, puis dans le canal déférent avant d'être évacués par le pénis. Chez la femme, le processus est assez différent pour deux raisons. Le premier, c'est qu'il démarre pendant la vie utérine, et le deuxième, c'est que le gamète féminin est entouré de cellules qui le protègent et lui fournissent les nutriments nécessaires. Ce processus a lieu dans les ovaires. Les follicules restent au stade de follicule primordial jusqu'à la puberté. Ensuite, chaque mois, un follicule entame sa maturation. Il se transforme en follicule primaire, puis secondaire. Les cellules folliculaires se multiplient fortement et une cavité se creuse autour de l'ovocyte. On obtient alors un follicule mature qui est appelé follicule de De Graaf. Au moment de l'ovulation, l'ovocyte 2 est libéré, c'est-à-dire après environ 14 jours de cycle. Les cellules folliculaires se transforment en corps jaune et le rôle principal du corps jaune est de libérer la progestérone. Nous allons maintenant nous intéresser à la fécondation à proprement parler. Mais pour qu'il y ait fécondation, il faut se situer au bon moment du cycle féminin, c'est-à-dire juste après l'ovulation. Un ovocyte 2 est donc libéré au niveau de l'ovaire et capté par les extrémités de la trompe de Fallope correspondante. Il est entraîné par des cils en direction de l'utérus. Pendant ce temps, si un rapport sexuel a lieu, les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin et commencent leur voyage au travers de l'appareil reproducteur féminin. Ils doivent d'abord traverser le vagin, qui est très acide, passer le col de l'utérus, qui est étroit, et entamer la remontée de l'utérus. Cela n'est pas évident car la distance à parcourir est très importante. Lorsqu'ils arrivent au niveau des trompes de Fallope, ils se trouvent dans la direction opposée au mouvement des cils. Cela constitue un obstacle supplémentaire. Enfin, les spermatozoïdes arrivent à proximité de l'ovocyte, qui est entouré d'une capsule protectrice, avec notamment encore quelques cellules folliculaires. On rappelle qu'au moment où a lieu la fécondation, l'ovocyte est arrêté en métaphase 2. Il terminera sa méiose immédiatement après la fécondation. Plusieurs spermatozoïdes arrivent au même moment autour de l'ovocyte, comme cela est représenté sur cette image en microscopie électronique à balayage. Lorsqu'un spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte, la membrane entourant l'ovocyte durcit. Cela interdit l'entrée aux autres spermatozoïdes. Mais le spermatozoïde qui a réussi à pénétrer doit encore franchir deux obstacles. Le premier, c'est qu'il doit dégrader la zone pellucide. C'est une épaisse couche formée de glucides qui entoure l'ovocyte. Cela est possible grâce à des enzymes contenues dans une sorte de poche au niveau de la tête du spermatozoïde et que l'on appelle l'acrosome. Au moment de la pénétration de l'ovocyte, le spermatozoïde libère donc les enzymes contenues dans l'acrosome et cela permet la dégradation de la zone pellucide. Mais il reste encore un obstacle, c'est que les membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte doivent fusionner. C'est alors que le matériel génétique du spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte ainsi que ses mitochondries. Cependant, les mitochondries vont rapidement être reconnues comme étrangères et dégradées par l'ovocyte. Mais ça, nous le verrons dans l'activité numéro 3. Une fois que la fécondation est réussie, la cellule œuf, qu'on appelle aussi zygote, commence à se diviser. Ces divisions sont des mitoses. Elles ont lieu très rapidement après la fécondation et coïncident avec la fin du voyage de l'œuf vers l'utérus. En effet, dès le 7e jour, la structure est appelée blastocyste et elle est prête à s'implanter dans la paroi de l'utérus. Les 9 mois qui suivent ne sont pas au programme. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux conséquences chromosomiques de la fécondation. Je rappelle que les ovocytes sont des cellules haploïdes, c'est-à-dire qu'ils possèdent seulement 23 chromosomes. On peut aussi dire qu'ils possèdent N chromosomes, sachant que N c'est le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. C'est également le cas des spermatozoïdes.
Ainsi, l'union de deux gamètes permet d'obtenir une cellule œuf, aussi appelée zygote, qui possède 2 fois 23 chromosomes, donc 46. On peut donc dire qu'elle est diploïde. Il arrive que dans certains cas, la méiose ne se passe pas correctement. Il peut y avoir un problème de séparation des chromosomes ou des chromatides pendant la méiose, soit pendant la première partie ou la deuxième partie de la méiose. Cela aboutit à une trisomie, c'est-à-dire un gamète qui possède 3 chromosomes au lieu de 2. Donc la cellule œuf obtenue possédera 3 chromosomes à la place de 2 sur une paire de chromosomes homologues. C'est ce qu'on appelle les trisomies. Il en existe plusieurs types, mais la trisomie 21 est la plus répandue. En effet, si la trisomie affecte une autre paire de chromosomes, elle est souvent fatale au bébé pendant la grossesse ou alors quelques semaines après la naissance, comme par exemple pour la trisomie 18. La trisomie 21 est appelée syndrome de Down et se caractérise par un retard mental, qui peut être plus ou moins important, mais également un retard du développement psychomoteur, un caractère très doux et affectueux, une petite taille, un visage rond et plusieurs autres signes. L'espérance de vie d'une personne atteinte de trisomie 21 s'est beaucoup améliorée pendant ces dernières années, mais elle est quand même réduite, souvent à une 50aine d'années. Mais alors comment expliquer la présence de ce chromosome supplémentaire ? Pour comprendre, intéressons-nous à la méiose. Il existe 2 cas de figure aboutissant à la trisomie. Dans le premier cas de figure, lors de la méiose 1, la paire de chromosomes homologues ne se sépare pas. Par contre, la méiose 2, elle, a lieu normalement. Cela donne naissance à 4 gamètes anormaux.